Toutes les grandes puissances industrielles trouvent les comptes dans ce qui se passe à l'Est. Mais le seul pays qui n'a pas beaucoup d'intérêt chez nous, c'est la Russie. Justement, c'est pour ça que je vous posais la question de savoir si on peut compter sur la Russie pour arriver à résister justement contre les anglo-saxons. On peut compter sur la Russie à condition que, à l'interne, qu'on fasse un nettoyage, qu'on déboulonne tous les traîtres. Parce que si nous sommes incapables... Je prends l'exemple aujourd'hui. Kanyabayonga est occupé. Bunagana, ça fait 2 ans. Que font les médias congolais? Que font les élites intellectuelles? Que font les hommes politiques? Tout le monde s'était. On dirait qu'il y a une complicité quelque part. C'est anormal. Comme si on est fatigué de dénoncer. Non, on n'est pas fatigué. Comme si, hein, parce qu'on ne dit rien. C'est parce qu'il n'y a pas une politique claire de communication. Je suis au courant. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que d'autres médias étrangers les disent. Et nous ne disons pas. En tout cas, nous sommes en train de le dire justement. Le président de la République lui-même n'a interdit personne de les dire. Il faudrait dénoncer. Il faut pratiquement brader notre souveraineté. Et si on ne fait pas les toilettages, ça va conduire. Parce que ces gens-là, quand vous volez... C'est comme on dit, le verre est dans le fruit. Dans le fruit. Vous construisez, vous faites ceci. Celui qui n'a pas volé, il se dit, mais finalement, donc j'ai eu tort de ne pas voler. Donc il faut que l'impunité cesse. Et ça, c'est le rôle de la justice. Que ce soit la justice civile ou la justice militaire. Bienvenue à ces nouveaux numéros de plateau spécial. Lundi pour la patrie, lundi pour la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour échanger autour de l'actualité, c'est vrai. Mais avec vous, nous sommes convenus que chaque lundi, nous luttons contre l'insécurité à l'Est. Vous le savez. Madame, Monsieur, il y a eu une trêve qui a été, on va dire comme ça, proclamée entre la République démocratique du Congo, on va dire les forces armées de la RDC et le M23 pour créer comme ça un couloir humanitaire qui va permettre de, on va dire, de venir au soutien de la population qui périssent et qui souffrent à l'est de ce grand et beau pays. Nous en parlons sur ces plateaux qui vont nous permettre également de revenir sur cette thématique, les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba, bienvenue. Salut, cher ami. J'aime rappeler aux amis téléspectateurs que Freddy Mulumba est journaliste, chercheur et écrivain. Cela vous suffit, hein? Ouais, l'essentiel c'est de parler, expliquer à notre peuple les enjeux, ne sont pas des titres. Et chaque jour, vous revenez, allez, on va dire chaque lundi, vous revenez avec Holocauste au Congo, non à la balkanisation. Nous sommes là pour défendre la patrie ou la mort. Très bien. Il a accepté également d'être de nôtre pour échanger autour de cette question. Il s'agit là de Messieurs Nikez Kibelbel Oka. Bienvenue à vous. Merci, merci confrère. Voilà, j'aime rappeler également que vous êtes journaliste d'investigation, directeur du journal Les Coulisses, mais également directeur du Centre d'études et de recherches géopolitiques de l'Est du Congo, c'est bien cela? Exactement. Et vous êtes auteur du livre Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. On va ajouter une stratégie de la balkanisation du Congo, Kibelbel. Ce qui m'intéresse ici, avant de revenir sur la trêve, c'est déjà que vous dites les rébellions rwandaises au Kivu. Moi, ça m'a tiqué. Vous ne parlez pas des rébellions congolaises à partir de l'Est. Effectivement, rébellion rwandaise, parce que c'est le Rwanda qui crée des rébellions et il les confie à des Congolais, l'aspect politique à des Congolais et l'aspect militaire, il les gère seul. Bien sûr, il cherche ceux qui répondent, qui sont de son acquaintance ethnique, pour leur donner la question militaire. C'est des mouvements militaro-politiques qu'il crée chez nous, dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons que la population, que le peuple congolais comprenne que tout ce qui se passe depuis l'AFDL n'a jamais été des rébellions congolaises. Est-ce que ça ne prête pas en confusion justement quand on dit les rébellions rwandaises? On a l'impression que les rébellions qui se passent au Rwanda de 1996 à 2024 qui se déversent au Kivu.
Non, les rébellions rwandaises au Kivu. Ok. C'est-à-dire que c'est le Rwanda, le laboratoire du Rwanda qui crée des rébellions, qui cherche à qui les confier, et il les confie. En 1996, il l'a confié à Mosé Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, c'était à 4. En 1998, l'aspect politique confié à Wamba Diawamba, Lundabo, c'est toujours un carton. On évolue en 2004. Là, il revient sur Laurent Kunda seul. Et la péripétie, Laurent Kunda, Bosco Taganda, Makenga Rugaziza, ainsi de suite. Et en 2023, il le confie comme appendice à Corneille Nangaa. Mais vous voyez que ceux que j'ai cités, ceux des Congolais que j'ai cités, c'est juste des politiques. Ils se présentent comme des chefs politiques. Mais les chefs militaires n'ont jamais été déconstruits. Le système militaire de ces rébellions n'a jamais été déconstruit depuis James Kabarebe jusqu'à Makenga aujourd'hui. Voilà, c'est je voulais dire jusqu'à Corneille Nangaa. Hein? Non, Corneille Nangaa, c'est le greffage, c'est l'étiquette politique, la greffe qu'on met sur un corps malade. Oui. Donc Corneille Nangaa, Wamba Diawamba, Lunda Bululu... Ce sont des greffes. Ce sont des greffes. Oui. Ce sont des greffes, mais le patron, le côté militaire de ces rébellions, c'est confié uniquement à des Tutsis que le Rwanda supervise. Donc c'est pourquoi nous disons rébellion rwandaise au Kivu. Une stratégie de la balkanisation du Congo. Stratégie de la balkanisation parce qu'il mine le Congo depuis 30 ans avec toutes ces rébellions. Et comme nous disons, vous voyez, quand il y a l'ouragan, les roseaux ne tombent pas, les arbres se penchent. Lorsque l'ouragan passe, comme ce n'est pas déraciné, ils reviennent. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Parce que depuis 1996, depuis 30 ans, il y a des rébellions. On fait semblant de changer, mais lorsqu'elles passent, le peuple se remet debout pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec vous ». Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors on va revenir justement sur cette question de rébellion rwandaise au Kivu, successive. On va revenir là-dessus. On va parler de la trêve avec M. Freddy Mulumba, la trêve sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Nous avons eu ici autant de processus, des Lusaka, etc., avec l'Angola, avec le Kenya, etc. On n'a pas obtenu ces trêves. Pourquoi les USA, à des milliers de kilomètres, c'est elle qui vient et puis nous acceptons la trêve. Nous, Congolais, oui, c'est vrai, le M23 via le Rwanda, que j'allais dire, le Rwanda via le M23 qui accepte la trêve. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que vous avez toujours dit, les tireurs de ficelle, finalement, c'est... Allez, les impérialistes. Hein. Exact, c'est exact. Je pense que la chance qu'on a eue, on a Kibelbel, qui est sur le terrain, qui connaît beaucoup de choses, je pense qu'il va me compléter. Moi, j'aborderai beaucoup plus la dimension géopolitique, pour voir un peu la mainmise de l'Amérique sur la crise congolaise. Donc, ce qui se passe là, c'est... On veut encore endormir les Congolais. Il n'y a pas de trêve, c'est une stratégie pour occuper petit à petit le Congo. Je pense que mon ami va parler de Kagame, je le laisse un peu faire ça. Moi, je prends beaucoup plus la dimension américaine. Donc, en fait, il faut faire appel à l'histoire. Je me rappelle en 2008, quand Obama devrait entrer à la Maison Blanche, on s'est levé le matin, on a vu que la guerre était terminée. Oh, Kinshasa et Kigali sont entendus, c'est fait, il n'y a plus de guerre. Brusquement comme ça. Donc, l'histoire risque de se répéter. Aujourd'hui, Trump, il va gagner les élections. Donc, selon tous les sondages, il sera président. Oui, tout à fait. Or, Trump est contre les globalistes. Ce sont les globalistes qui entretiennent cette guerre à l'Est avec les amis de Bill Clinton. Et ce sont ces gens-là, ces hommes d'affaires, qui soutiennent Kagame. Maintenant, la peur, c'est quoi? Si Trump arrive au pouvoir aujourd'hui, donc il va venir, donc en 2025, Trump sera au pouvoir. Quand il sera au pouvoir, automatiquement, les globalistes seront en difficulté. Que faire? Prenons un peu les avances pour mettre Trump devant un fait accompli. Quand il arrive, on lui dit non, le Congo et le Rwanda, ce sont
ils ont trouvé le compromis, il n'y a plus de conflit. C'est ce qu'ils ont fait du temps de Obama. Obama prend entre à la Maison Blanche le 20 janvier. Le 19, Kunda et général Katangé Numbi ont signé des accords. John Numbi. On n'a pas compris. Kamera était exclu. Kamera avait démissionné parce qu'il n'était pas dans les coups. Tout à fait. Donc nous risquons de connaître la même chose. Voilà pourquoi. Le livre de notre ami Kibelbel est très important. Et je demande à tous les Congolais, les politiciens congolais, les militaires, de les lire. Je reprends le mal chez nous. Nous ne lisons pas assez. Et il faut écouter les gens qui maîtrisent les dossiers. N'écoutez pas les militants. Parce qu'il y a tout un plan déjà tracé. Nous ne faisons pas une analyse rigoureuse et lucide, nous perdons le pays. Donc ce qui se passe actuellement là, cette trêve, c'est pour permettre... Ce matin déjà d'ailleurs, suivant une radio de la place, j'ai appris que finalement les M23 ne respectent pas la trêve non plus. Hein. Non, enfin, la trêve. Non, ça c'est du cinéma. Kagame va retirer ses troupes, ils vont enlever les tissus militaires du Rwanda, ils vont mettre les uniformes du Congo, ils vont rester. Ce sont les techniques qu'ils ont utilisées depuis 1998. Comment on ne peut pas être lucide pour comprendre les enjeux? Voilà, j'ai dit, je recommande une fois de plus qu'on lise le livre de notre confrère Nikez Kibelbel. Ça va porter, parce que ce sont des faits et des réalités pour que les gens comprennent nous venons d'où, nous sommes où et nous partons où. Allez, Kibelbel, dites-nous, lorsque vous parlez d'une stratégie de balkanisation du Congo, d'aucuns diraient que c'est de l'utopie, c'est du fixisme, parce que si ça aurait été le cas, il y a eu comme ça notamment un ministre de la décentralisation qui était ressortissant de ce que Kagame défend, mais qui pourtant n'a pas travaillé dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas seulement dans la tête de certains comme vous, la balkanisation? Avant de répondre à votre question, vous permettez que je dise un mot de ce que Freddy a dit. Le plan, la trêve imposée par les États-Unis, il faut ouvrir tous les axes pour comprendre. Le Rwanda organise les élections. Je pense au courant de ce mois, il y aura élection. Et Kagame va gagner à 99,99%. Alors, il faut d'abord laisser le Rwanda calme, s'occuper de la gestion sécuritaire des élections, parce que ceux qui sont sur notre terrain, ce sont des Rwandais, des militaires rwandais. Alors, on essaie de nous distraire en disant, bon, cessez les feux, non, et pause humanitaire, mais dans l'entretemps, pendant cette période, Kagame organise les élections. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des troubles chez lui. Alors, comme on ne veut pas qu'il y ait des troubles chez lui, on veut aussi transmettre ce message chez nous que les armes se taisent momentanément. Mais le président Tshisekedi dit que le Rwanda retire ses troupes. Tout à fait, oui. C'est bien différent entre une pause et le retrait des troupes. Parce que la pause se fait chez nous. C'est comme un match de football, on est à la mi-temps. Mais nous, c'est sur le même terrain. Le même terrain. Nous disons, il n'y a pas match, le match est annulé, que chacun rentre chez lui. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, revenons. Ce n'est pas des rêves. Le projet de la balkanisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui, Freddy l'a dit. Et ce projet est porté par des Américains et les Britanniques. Mais aujourd'hui, je veux aussi inclure la France. Parce que regardez cette géopolitique du pétrole. Les voisins qui nous mettent en difficulté, ils sont gérés par qui? Par Total Energy. Le pétrole du Congo-Brazzaville, c'est Total Energy. Le pétrole de l'Angola, c'est Total Energy. Le pétrole du lac Albert, le lac que nous partageons avec l'Ouganda, c'est Total Energy. Mais ajoutez maintenant le financement de la RDF, de l'armée rwandaise, pour les blocs gaziers du Mozambique. Donc vous voyez que ce sont des multinationales qui dirigent ce monde. Et Total Energy, ou la France à travers Total Energy, finance toutes ces armées dont j'ai cité. La brigade qui est chez nous là-bas, dans la mutualisation, c'est une brigade de montagne formée, équipée, financée par l'armée française. Les troupes rwandaises qui sont au Mozambique, formées, équipées par l'armée française.
Brazzaville, vous êtes mieux placé, et l'Angola. Donc, ces plans de balkanisation ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 1959, la famille Rockefeller visait le barrage d'Inga et visait les Katanga. C'est comme ça, il y a Inga Shaba. Vous voyez, on a mis du courant de Inga au Katanga sans même que les contrées qui sont sur la route n'aient le courant. Parce que ça devait servir la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud. Donc, le Zambie, et Zimbabwe et finalement l'Afrique du Sud. Donc, le plan de balkanisation, pour revenir au livre, la stratégie du Rwanda, c'est d'inonder des militaires rwandais avec ou sans l'uniforme FARDC et d'utiliser, d'instrumentaliser la communauté Tutsi du Congo. Parce que simplement... J'aime le terme instrumentalisé. Oui. Hein. Oui. Et cette instrumentalisation va même sur la loi sur la nationalité rwandaise. Qui dit que est rwandais, toute personne qui a la culture rwandaise et qui est parti du Rwanda, qui a fui le Rwanda et qui peut revenir. Ce qui fait que quand vous prenez des gens comme Laurent Kunda, les Makenga, ils ont la culture rwandaise. C'est-à-dire que quand ils sont au Rwanda, ils sont rwandais. Ce qui fait la difficulté, on l'a vu avec Mwanga Chuchu. Même la haute cour militaire n'a pas décidé de la nationalité de Mwanga Chuchu. Parce que ce n'est pas la cour qui donne la nationalité. Mwanga Chuchu est député national chez nous. Mais tous les documents, nous les répétons, tous les documents découverts sur lui par la haute cour militaire prouvent que le monsieur est rwandais. Donc vous voyez comment on joue. Mais ça, on ne le joue que pour les Tutsis, pas pour les autres. Alors, cette instrumentalisation d'une communauté, Kagame l'a dit, il vient chez nous pour défendre une communauté. Cette instrumentalisation, c'est effectivement pour inonder des Rwandais sur notre sol afin que finalement, parce que c'est une guerre d'usure, que nous nous fatiguions et puis les faits s'accomplissent. Mais il faut encore soutenir la résilience du peuple congolais qui comprend. Heureusement d'ailleurs, Kibelbel, vous dites qu'il y a eu une mise en place d'une déstabilisation totale de la région. Une mise en place d'une déstabilisation totale de la région. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous prenez les livres à la page 49, 49-50, vous voyez les tableaux de la mise en place des commandants. Et tous ces commandants-là, ils sont dans ces zones-là, dans des points stratégiques, et ils maîtrisent le terrain, ce qui fait que notre armée a même difficile à les déloger. Parce que pendant plus de 20 ans, il y a ceux qui sont venus dans les FARDC. Mais le tableau de déploiement de commandants du CNDP et leur secteur opérationnel. Donc tous les secteurs opérationnels, que ce soit Moucha que vous entendez parler, SAC et tout ça, ainsi de suite, dans les massifs, ici, partout, ce sont ces gens-là qui les avaient déjà occupés, qui comprennent le climat, parce que là-bas, c'est de 5 à 10 degrés. Hein. C'est pratiquement, comme on dit, la Suisse du Congo, les massifs ici. Donc, ils ont mis en place cette stratégie-là de pourrissement, ce qui fait que quand l'armée congolaise arrive, c'est trop tard, tous les points stratégiques ont déjà été occupés et les terrains déjà balayés par le Rwanda. Allez, Freddy Boulumba, il a parlé des greffes, n'est-ce pas? De greffes. J'ai cité ici tantôt l'ancien président de la CENI, aidez-moi avec le Nord, Corneille Nangaa. Il a parlé de grève, il a démontré que du point de vue politique, on place à chaque fois un Congolais qui prend le devant et celui-là arrive à convaincre d'autres Congolais. Est-ce que là, on ne voit pas justement la naïveté de ce Congolais qui accepte qu'on le place au devant de la scène? Mon cher ami, il n'y a pas de naïveté. Vous parcourez l'histoire de notre pays, de l'Afrique, vous verrez toujours qu'il y a toujours des traîtres. Des négriers. Ce n'est même pas la naïveté, c'est la traîtrise. C'est la traîtrise. Les traîtres ne sont pas naïfs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'on les manipule. Hein? Donc, ce ne sont pas de naïfs, ce sont des traîtres. Mais je voudrais revenir sur la situation de la balkanisation pour relever la dimension géopolitique. Les Américains sont dedans. Ce sont des gens de Bill Clinton, donc les mondialistes, qui sont à la manœuvre. Quand la guerre a éclaté en 2000, dans la deuxième guerre d'RCD, 1998, en 1999,
le 2 juin, devant la sous-commission de l'Afrique du Sénat américain, Madame oui, Marina Ottaway, qui est très bien connue dans les milieux américains, elle a fait une déclaration dans laquelle elle dit il faut laisser les Africains là se battre jusqu'à ce qu'ils puissent s'épuiser. Et ce sont les pays africains qui vont trouver des solutions. En s'épuisant, ils peuvent même parvenir à créer certains États. Ça, la balkanisation, c'est très clair, sans ambiguïté. Donc c'est une guerre d'usure, comme notre ami l'a dit. C'était prévu pendant 30 ans. Ça fait 30 ans, non? Ok. Deuxième élément qu'il faut relever ici. En 2013, l'ancien secrétaire d'État américain d'Obama, il s'appelle Johnny Carson. Vous le connaissez très bien, c'est un noir américain qui est démocrate, qui est passé devant un think tank démocrate, Brookings Institution, au mois de février 2013. Il dit clairement, on va faire par tous les moyens que la question congolaise soit résolue comme on a fait en Yougoslavie. Et comme on a fait au Sud-Soudan et au Soudan. Ça signifie quoi? Arriver à ce qu'on crée des États, ce sera la sortie de la crise. Donc pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Deuxième élément qu'il faut encore ajouter ici, c'est la déclaration de Monseigneur Mirindi de l'île de Bunia ou bien de Butembo. Monseigneur Ouring de Bunia. L'île de Bunia, oui. L'évêque de Bunia. L'évêque de Bunia était en Allemagne. Il entre dans un bureau, il trouve la carte du Congo coupée en morceaux. Donc 4 États. Congo DPC. Congo DPC. L'évêque n'en revient pas. Il dit, on fait comment maintenant? Il a fait la messe, curieusement. Ni l'église catholique, ni les hommes politiques, tout le monde s'est tué. En 2020, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait il avait fait un discours, je pense que c'était les 30 juin. Oui. Il a parlé de la balkanisation très clairement. Donc il n'y a pas à discuter. Donc ce qui se passe maintenant là, c'est pour arriver à fatiguer le Congo. La guerre d'usure, jusqu'à ce que vous dites, oh, c'est fini, qu'on accepte même l'esclavage, on les divise. Et curieusement maintenant, dans les réseaux sociaux, il y a une carte qui circule. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que nos amis américains, qui nous saisissent des amis, et préfèrent que le Congo disparaisse, Congo en 4 morceaux, mais les Chinois et les Russes, ils défendent l'intégrité territoriale du Congo. Quelle contradiction! Et dans ces conditions, on va faire comment? Et donc ce sont les forces qui se battent pour la République démocratique du Congo. Et on va faire comment dans ces conditions? Donc nous sommes à l'heure du choix. Et nous devons faire par tous les moyens pour faire un choix judicieux pour l'avenir de ces pays. Et ça demande d'abord un débat intellectuel, qu'on voie un peu les pour et les contre, qu'on fasse appel à l'histoire et qu'on tire des leçons pour prendre une meilleure décision. Oh, mais la meilleure décision ne serait pas d'accepter, on va dire, la position des États-Unis et de la France telle que vous la présentez ici. Non, mais le problème, ce n'est pas question d'accepter, c'est question de rapport de force. Question de rapport de force. On prend le cas du Soudan. Le président, celui qui a été tué, c'est qui John Garang. John Garang. Lui ne voulait pas qu'on coupe le Soudan. Exact. On l'a tué dans l'avion, dans des crash d'hélicoptère. D'ailleurs, on l'a tué où? Dans l'hélicoptère de Museveni. Tu comprends? En Ouganda. C'est-à-dire Museveni est dans sa ferme, il envoie son hélicoptère pour prendre John Garang, et paf, il y a crash. Donc il y a de quoi, même si on n'est pas suspecter. Il y a de quoi suspecter. Voilà, ça c'est parce que lui ne voulait pas qu'on coupe le Soudan en deux. Donc c'est question des rapports de force. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais, aux élites congolaises, aux hommes politiques congolais. En tout cas, ceux qui ne veulent pas justement qu'on coupe la RDC en 2 ou en 4. Hein. Non, il faut qu'ils comprennent. Tout est question des rapports de force. Rapport de force intellectuel, rapport de force militaire, rapport de force économique, rapport de force religieux. Et tant qu'on n'a pas construit ces rapports de force, mon cher ami, on va les imposer. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, à chaque fois qu'il y a des puissances qui émergent, d'autres qui déclinent, donc l'Amérique, l'Occident décline, les puissances asiatiques, ou bien la Chine et la Russie, et l'Inde émergent. Il y a partage des zones d'influence. C'est ça la réalité. Ce n'est pas la religion
c'est la géopolitique. L'histoire nous montre ça. Quand des puissances émergentes, des puissances qui déclinent s'affrontent, on se partage les zones d'influence. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Oui, mais entre-temps, pour la RDC, vous parlez de la balkanisation. Oui. Quel serait l'intérêt pour les uns et les autres que le Congo soit balkanisé? C'est d'abord, regarde dans notre cas ici, les Katanga. Aujourd'hui, ceux qui contrôlent les mines, ce sont des Chinois. À l'Est du Congo. Par la faute des Américains. Oh non, ils ont vendu. Oui, c'est ça. Mais la réalité est que les Chinois contrôlent toutes les mines. Donc les Américains ont vendu. Ils ont vendu tel Funguro, mais sans demander l'avis de Congolais. Congolais, oui. Oui, c'est pour que vous compreniez comment le capitalisme fonctionne. Vous avez au Kivu, quand vous regardez toutes les entreprises qui sont au Kivu, pour la plupart, elles sont anglo-saxonnes. À un moment donné, il y aura des négociations au-dessus de nous, si nous ne comprenons pas. Donc la seule puissance qui peut jouer, je dirais un peu, notre jeu, c'est la Russie. Parce que la Russie est trop riche. La Russie n'a pas beaucoup d'intérêt au Congo, donc il n'est pas dans les mines. La Russie a beaucoup de mines. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas être naïf. Je prends l'exemple de l'Angola. Pendant la guerre froide, l'Amérique, l'Occident, affrontait l'Union soviétique. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Angola? À un moment donné, il y a, entre grandes puissances, il y a la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Donc, ils restent toujours en contact. Quand leurs intérêts commencent à fléchir, à s'entrer, donc à se casser, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un compromis. C'est le compromis qu'il avait trouvé entre l'Amérique et l'Union soviétique. Pour qu'on ne puisse pas armer, pas Dos Santos. Savimbi. Non, pas Savimbi, l'autre c'est... Neto, avec Augusto Neto. C'est grâce à Castro, à partir de la Havane, il a décidé sans demander l'avis des autres. Toutes les armes que les Russes lui avaient données, il a mis ça à la disposition de l'Angola. Voilà comment est-ce qu'on a battu Savimbi, on a battu l'Amérique. Donc il faut qu'on soit très très prudent, et qu'on ne soit pas naïf. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut voir l'histoire, tirer les leçons pour qu'on ne puisse pas tomber dans un piège. Donc, le débat est ouvert. Ce n'est pas un débat de politiciens, c'est un débat d'abord d'intellectuels. Ceux qui parlent beaucoup plus de la géopolitique, en Amérique, sont des professeurs d'université, d'Harvard et d'autres universités. Ce ne sont pas des politiciens. Ils ne sont pas des politiciens. Les politiciens, eux, reçoivent seulement les conclusions. La confusion totale. Tous les politiciens deviennent des chercheurs. Voilà pourquoi on s'embrouille. Alors, je voudrais ajouter, avant de poser la question. Pourquoi, quel intérêt ils ont à balkaniser? C'est ça la question. Prenons le cas du Nord Kivu. Et pendant presque une année, la RDF, donc la force rwandaise, s'est battue au niveau de Massissi. Dans les Massissi, il y a la mine de coltan, Colombo-Tantaline, à Rubaya. Ce qui a conduit à l'arrestation de Mwanga Tchouch. Exact. Le Colombo-Tantaline, tout le monde sait à quoi ça sert. Fabrication des téléphones, des ordinateurs, ainsi de suite. Lorsque, après ces longues et dures batailles, ils se sont orientés vers la Rwindi, donc à la limite avec Kanebayonga. Mais quand vous êtes à la Rwindi, à 37 km de la Rwindi, vous avez Nyanza et vous avez Louéché. Il y a le niobium, le pyrochlore. À l'époque, exploité par les Allemands et les Américains. Le pyrochlore, c'est un minerai qui résiste à la haute température, qui participe à la fabrication des fusées. Donc voilà pourquoi la RDF devait chasser les FRDC de la Rwindi et même de Kanyabayonga, parce que c'est une mine à ciel ouvert. Oui, mais pourquoi la balkanisation? Parce que mine à ciel ouvert, c'est vrai, mais ça appartient à la RDC. On peut négocier, on peut partager, on peut vendre, et chacun tire l'intérêt de son côté. Alors ils ont cette politique-là anglo-saxonne des petits États. Quand vous regardez les États, les colonies anglo-saxonnes, ce sont en superficie des petites colonies. Ils l'ont fait en Éthiopie. L'Éthiopie et l'Érythrée, c'était un même pays. Mais quand ils ont voulu reprendre pour que les Tigrés puissent aussi avoir l'indépendance, vous avez vu que l'Érythrée et l'Éthiopie se sont coalisés pour combattre les Tigrés. Parce qu'ils se sont dit, on ne peut quand même pas morceler jusqu'à ce point-là. Ils l'ont fait, ils ont tenté en Somalie. Et vous voyez comment la Somalie est aujourd'hui. Bon, ils sont descendus, comme Freddy l'a dit, au Soudan. Ils ont réussi le Soudan, mais ils n'ont pas terminé.
Maintenant, ils visent les Darfour. Les Darfour, oui. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, ils veulent... C'est vraiment stratégique. Ouais. C'est vraiment stratégique. Alors, ils viennent en RDC. Quand ils croisent la résilience ou la résistance de la population, ils vont ailleurs. Et aujourd'hui, ils sont passés simplement par le Rwanda pour effectivement nous affaiblir. Donc, cette balkanisation, c'est comme un cancer métastasé. Si on coupe les Kivu, on va couper les Katanga, on va couper les Kasaï. Donc, finalement, il n'y aura plus de Congo. Alors justement, vous dites ici, hein, dans vos recherches, vous dites des Rwandais recrutés avec la complicité des autorités de la police nationale congolaise. Ah, ça c'est très bien. Nous revenons à la mine de Colombo, Tantaline, Coltan, Oui. à Rubaya. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mwanga Chuchu, je prends la responsabilité de le dire, puisque je l'ai dit dans les livres, et la haute cour l'a confirmé, recrute des gens pour sa société, pour les gardiennats de sa société. Or, il se fait que chaque mois, autour de 50 à 60 Rwandais traversent le Rwanda, mais qui sont des militaires. Ils arrivent au Congo, la police nationale congolaise du Nord Kivu les dote des tenues militaires, des tenues de la police nationale. Ils vont à Rubaya. 2 mois, 3 mois après, ils disparaissent. Voilà comment on a gonflé le rang du M23. Oui. Donc, on a injecté, à cause de la traîtrise, Freddy l'a dit, ce n'est pas la naïveté, c'est à cause de la traîtrise, moyennant quelques dollars, la police nationale. Et cela, bien que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2019, ait interdit qu'on envoie des policiers donc, dans les mines privées. On a fait fi de cette interdiction qu'il avait prise, je pense, à Lubumbashi, et on a continué à envoyer, à recruter des Rwandais, à leur doter des tenues de la police nationale congolaise, et qu'à la fin, ils disparaissent, ils vont rejoindre les M23. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recrute des Rwandais et puis on les transforme en Congolais, pour dire que ce sont les troupes congolais. En fait, de Congolais qui se rebellent. Et on les envoie à la mine, donc à Rubaya. Et de Rubaya, ils disparaissent. Et on l'a répété comme autant de mois durant. Donc si vous prenez 50 fois 10 mois, vous avez 500. Et puis ça, c'est ce que nous savons. Nous ne savons pas ceux qui sont passés avec les frontières qui sont poreuses et la multiculturalité. Donc la police nationale congolaise l'a fait, a trahi la nation congolaise en dotant des Rwandais de la tenue de la On ne va pas parler de la police en tant qu'institution. Non, police, c'est l'honneur qui vaut. Parce que même la haute cour a interpellé certains d'entre eux. C'est ce que je voulais justement qu'on puisse insinuer. Oui. Il ne s'agit pas de la police comme institution. Non, mais pas la police comme institution, des individus qui ont été cités et qui ont répondu devant la haute cour. Là, ce n'est plus notre problème, condamné ou pas condamné, nous nous donnons les faits. Alors justement, Freddy Mulumba, vous parlez de la géopolitique, vous dites que la Chine, la Russie contre les anglo-saxons, pris d'une manière générale. Est-ce que justement la Russie... Allez, Russie, c'est ça? La Russie, oui. La Russie Poutine, et la Chine, de Poutine bien sûr. Est-ce qu'avec la République démocratique du Congo, on peut compter sur une résistance qui nous permette de faire front contre les anglo-saxons, justement, pour ne pas perdre une partie de notre pays? Oui. Avant de répondre à la question, je voudrais parler de la question de Rubaya. Cette mine, aujourd'hui, est occupée par les Rwandais, les troupes rwandaises. Il y a eu un rapport qui est sorti ici des experts des Nations Unies. Je pense en 2023. Et ce rapport demande, suggère à ce qu'on puisse rétablir la chaîne d'approvisionnement des minéraux stratégiques et critiques, en particulier les coltans. Donc, quand le président donne l'instruction de maîtriser le coltan, donc la mine de Rubaya, ça crée des difficultés, ça crée un déficit sur le plan international. L'ONU demande maintenant qu'on puisse rétablir ça. Donc, la traçabilité. C'était normal que Kagame occupe avec la complicité de l'Occident. Mais il faut que vous compreniez ici les enjeux. Ces mines, quand on exploite par les firmes anglo-saxonnes, donc Rwanda, les militaires rwandais qui sont au Congo, prennent les mines, ça passe par les Rwandais, les entreprises anglo-saxonnes raffinent et ça part vers la Chine, beaucoup plus, et la Corée du Sud, parce que là où il y a beaucoup de la technologie tellement en avance. Donc, la Chine trouve son compte. Si demain, le président Tshisekedi dit on va bombarder la mine, la Chine aura des problèmes pour
son industrie électronique. Voilà pourquoi presque le monde entier ne parle pas du Congo. Toutes les multinationales, toutes les industries occidentales, chinoises et autres ne peuvent pas parler parce que tout le monde trouve son compte. Ça qu'il faut dire aux Congolais de ne pas être naïf. Je vais parler ici de la situation de la Russie. Freddy, pardon, une minute, puisque nous parlons des activités. J'ajoute les cacao, le produit commercial d'exportation, le produit agricole et industriel. Le cacao chez nous à Béni, c'est Esco qui exploite, mais c'est une entreprise anglo-saxonne. Donc, au Congo, nous avons Esco Kivu, et en face, à la frontière, nous avons Esco Uganda. Vous comprenez? C'est là où les MTM, les terroristes ADF MTM, opèrent. Donc, vous comprenez que nous, les Congolais ne mangent pas le chocolat. Par contre, c'est d'autres personnes. Et lorsque vous dénoncez, c'est une machine qui broie. Moi, j'ai été accusé à l'auditorat militaire pour ça. Auditorat militaire et à la cour d'appel, disons au parquet près la cour d'appel. Parce que j'ai dénoncé cela. Aujourd'hui, les experts, dans leur rapport, montrent qu'effectivement, ces cacao, c'est le cacao du sang qui est fait avec tout ce qu'on... Il n'y a plus que les minéraux de sang, il y a les cacao de sang, il y aura l'eau de sang. Finalement, l'arbitre démocratique va tout perdre. Vous étiez en train de poursuivre justement. Non, j'ai parlé de la Chine. Toutes les grandes puissances industrielles trouvent les comptes dans ce qui se passe à l'Est. Mais le seul pays qui n'a pas beaucoup d'intérêt chez nous, c'est la Russie. Justement, c'est pour ça que je vous posais la question de savoir si on peut compter sur la Russie pour arriver à résister justement contre les anglo-saxons. On peut compter sur la Russie à condition que, à l'interne, qu'on fasse un nettoyage, qu'on déboulonne tous les traîtres. Parce que si nous sommes incapables... Je prends l'exemple aujourd'hui. Kanyabayonga est occupé. Bunagana, ça fait 2 ans. Que font les médias congolais? Que font les élites intellectuelles? Que font les hommes politiques? Tout le monde sait. On dirait qu'il y a une complicité quelque part. C'est anormal. Comme si on est fatigué de dénoncer. Non, on n'est pas fatigué. Comme si, parce qu'on ne dit rien. C'est parce qu'il n'y a pas une politique claire de communication. J'ai suivi, il y a un gars là qui... Sango, on l'appelle Sango? Je ne sais pas de qui vous parlez. Sango, un journaliste. Ah oui, on l'appelle Sango. On l'appelle Sango. Oui. Il a fait une déclaration. On lui a demandé de ne plus parler de Kanyabayonga. Il cite le ministre. Mais une question. Est-ce que sur le plan professionnel, ça peut s'expliquer? Parce que ces gens sont des privés. On peut interdire les médias publics de le faire, mais pas interdire les privés. Et qu'est-ce qu'on donne comme argument? On dit non, si vous allez parler de prise de Kanyabayonga, ça va décourager les gens. Mais nous sommes dans quel monde? Aujourd'hui, tout le monde est informé à travers les réseaux sociaux, que les médias nationaux ne parlent pas. Tout le monde est au courant. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que d'autres médias étrangers les disent. Et nous ne disons pas. En tout cas, nous sommes en train de le dire justement. Le président de la République lui-même n'a interdit personne de les dire. Il faudrait dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Je pense que Sango accuse le ministre Mouyaï. Sango, il faut l'interdire. Il a parlé. C'est sur les réseaux sociaux. On lui a dit de ne pas parler de Kanyabayonga, sinon ça va créer des problèmes. C'est ce qui n'est pas vrai. Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde est au courant. C'est là où j'ai dit, ça sera difficile. Si la Russie vient, il trouve que vous-même, vous n'êtes pas conscient, vous-même, vous n'êtes pas organisé, il ne va pas prendre les risques. Et il va dire non, ces gens sont inconscients, laissons les pays être balkanisés. Ça sera comme ça. Donc il faudrait que le travail doit être fait à l'intérieur. C'est nous-mêmes d'abord, avant de penser à la Russie, avant de penser à la Chine, aussi penser en Amérique. Nous avons des Noirs américains qu'on peut mobiliser pour notre cause. Est-ce qu'on les fait? Pourquoi on ne les fait pas? La question reste posée. Allez, monsieur, on va dire, monsieur Nekez, vous dites également qu'en RDC, il s'organise les pillages de minerais pour le Rwanda. Et vous dites des éléments de la 34e région militaire et la fraude minière. Oh oui, exactement. Il y a même, nous en avons parlé, parce que ça c'est en 2019, 2018, 2017, parce qu'il y a eu quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Le commandant région, il est congolais, de n'importe quelle ethnie, communauté ethnique. De père et de mère.
Mais le commandant second, chargé de renseignement, opération et renseignement, à l'époque, devait nécessairement provenir de la communauté Tutsi. Et il organisait des entrées de Rwandais, des militaires rwandais, de forces spéciales à qui on remettait la tenue FARDC. Alors, sur ce point-là, nous donnons les cas où on attrape la Jeep du commandant avec les minéraux. Du commandant second, hein, justement. Du commandant second, avec les minéraux pour le Rwanda. On arrête la Jeep. Mais il y a un rétro-pédalage où on nie tout, mais la Jeep est là. C'est-à-dire, à cette époque-là, le commandant qui était là... En quelle année, par exemple? 2018-2019. Au début, le commandant qui était là, le commandant second, en tout cas, on a attrapé sa Jeep transportant les minéraux de Rubaya pour le Rwanda. Les faits sont là. Et donc, si un commandant de la 34e région, parce que la 34e région militaire, c'est le Nord Kivu. Le commandant gère la province du Nord Kivu. Si le commandant est dans ce qui est d'abord interdit, est dans le trafic, dans le commerce, encore que c'est un trafic illicite pour le voisin, il faut les dénoncer. C'est pourquoi nous disons, à cette époque-là, le commandant second qui était là a participé effectivement au pillage des... Et là, on comprend notamment pourquoi le président de la République disait qu'il était étonné du niveau de la corruption en République démocratique du Congo. Mais oui, parce que quand vous prenez ces cas de la police nationale, au sein de laquelle on crée les 3P, policiers et les poissons pourris, c'est-à-dire tous ceux qui étaient qu'on jugeait agités, qu'on jugeait récalcitrants, qui pouvaient contraire, qui pouvaient refuser des ordres mal donnés, ont été enlevés de la liste des pays. Et on a mis ces Rwandais-là qui touchaient à leur place. Donc vous voyez à quel niveau nous-mêmes nous avons pratiquement bradé notre souveraineté. Et si on ne fait pas les toilettages, ça va continuer. Parce que ces gens-là, quand vous volez... C'est comme on dit, le verre est dans le fruit. Dans le fruit. Vous construisez, vous faites ceci. Celui qui n'a pas volé, il se dit, mais finalement, donc j'ai eu tort de ne pas voler. Donc il faut que l'impunité cesse. Et ça, c'est le rôle de la justice. Que ce soit la justice civile ou la justice militaire. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, finalement, on fait quoi? Avant de répondre à cette question, on va rentrer à la réalisation, n'est-ce pas, Freddy Mulumba, parce qu'on a dû poser également la question au professeur Zakaria, qui est directeur du Centre marocain d'analyse et d'anticipation géopolitique. Il est professeur dans plusieurs universités au Maroc et à l'étranger. Sur cette question justement relative à la situation sécuritaire à l'Est, on lui a posé quand même une question pour qu'il puisse également apporter son point de vue. On va aller à la régie et puis on va revenir. Nous ramène à croire, sûrement selon les critères cités tout à l'heure, que la majorité des crimes commis par les groupes armés à l'est de la RDC, c'est-à-dire les 122 groupes presque, ont le caractère criminel, terroriste, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parce qu'ils englobent tous les massacres contre les populations innocentes à l'est de la RDC, et ils profitent de la déstabilité et des zones grises à l'est de la RDC pour faire leurs lois et profiter financièrement de la situation. Donc ces groupes armés n'ont pas intérêt à voir la stabilité à l'est de la RDC pour pouvoir toujours bénéficier des facilités financières et de l'absence de la loi dans cette zone. Voilà, c'était donc là le point de vue du professeur Zakaria. Il faudrait dire, Freddy Mulumba, qu'on a une triste nouvelle. Peut-être que vous l'avez appris, le célèbre caricaturiste congolais Yves Kayene, originaire de Bukavu, a été retrouvé mort au Rwanda. Les circonstances de son décès restent encore inconnues. Selon ses proches, Yves s'était rendu au Rwanda le week-end pour fêter son 33e anniversaire. Sa mort soudaine a provoqué une onde de choc au sein de la communauté artistique congolaise. De nombreux artistes et personnalités congolaises ont rendu hommage à Yves Kayene, saluant son talent et son engagement via les réseaux sociaux. Ce décès est survenu dans un contexte de tensions diplomatiques
forte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Hey, Freddy Mulumba, on voit là un de Congolais qui dénonce comme vous, mais qui a décidé, il dit je vais faire un tour au Rwanda pour quand même fêter mes 33e anniversaire. En tout cas, il n'est pas rentré, il n'est pas revenu. Et voilà donc. C'était naïf. Ouais. C'était naïf. Non mais allez, dis quand même bien, elle est bien de quelqu'un. Hein? Oui, c'est sérieux. Donc je voudrais prendre l'exemple, par exemple, vous parlez de Bukavu, c'est une province de résistants. Tout à fait. On a toujours tendance à oublier la mort de Monseigneur Muzeriwa. C'était les premiers à résister. On l'a assassiné par les Rwandais, très bien connu. Donc à Bukavu, il y a des résistants, c'est bien connu. Donc notre ami n'a pas été très prudent. Oui, il est parti rencontrer les amis Kagame. C'est ça Kagame. Oui, parce qu'il a l'habitude de dénoncer dans les réseaux sociaux notamment. Kagame, tu es encore un autre musicien là. Oui, à partir de l'Afrique du Sud, je crois. Non, à Kigali. On l'a assassiné. Donc Kagame a peur des intelligences, ce qu'il faut reconnaître. Donc c'est un homme brutal, mais je pense que nous attendrons l'arrivée de Trump. Quand Trump prendra les pouvoirs, je pense que les jours de Kagame seront encore plus comptés. Donc les Congolais auront quand même un grand ami si nous prenons au sérieux, et non comme Trump, parce qu'il a dit va mettre fin à la guerre. Donc il faut qu'on prenne conscience déjà, qu'on se prépare. D'ici 4 mois, il y aura un nouveau président en Amérique. Comment on va travailler avec les Américains? Donc ça demande beaucoup plus de réflexion, parce que ceux qui nous font la guerre beaucoup plus maintenant, ce sont des globalistes, les amis de Bill Clinton. Et les choses vont changer dès que Trump va arriver. Or, Trump est contre Mo Ibrahim, contre les amis de Bill Clinton. Et puis, il y a quelque chose de positif. Nous aurons 3 présidents de 3 grandes puissances qui sont souverainistes. Vous aurez Trump en Amérique, vous aurez Xi Jinping en Chine, et vous avez Poutine en Russie. Donc on a la chance. Si nous sommes lucides, nous sommes rigoureux, nous pouvons tracer notre propre voie dans ce cadre-là qui sera peut-être un monde il faut féliciter multipolaire. Aussi les travaillistes en Grande-Bretagne. Qui viennent de mettre fin. Donc le monde est en train de... Parlez-nous-en, justement, les travaillistes en Grande-Bretagne qui avec son arrivée, il vient changer quand même une donne. La première des choses, Kagame, dans un pays qui a 26 km², 26 000 km², et un pays de collines où il n'y a pas d'espace, il décide d'importer, d'acheter des migrants. Là où il ne veut pas qu'une composante de sa population puisse retourner au Rwanda, les Hutus. Il veut acheter des migrants. Et parce qu'il fait du commerce. Le gouvernement britannique verse de l'argent, c'est ce qui ressemble effectivement à la traite des êtres humains. Les migrants qui fuient leur pays, vous les vendez au Rwanda. Le Rwanda qui a un problème d'espace vital. Et qui les recherche au Congo. Et qui les recherche au Congo. Alors, voilà ce qui va se passer. Et qui veut protéger une minorité, selon elle et selon lui, qui est maltraitée au Congo. Alors, quand les travaillistes arrivent, ils disent non, cette loi, la lutte contre l'immigration n'est pas humaine. C'est la loi. Tout à fait. Donc, nous devons lutter à l'interne, comme disait Freddy, contre l'immigration. Nous devons prendre des mesures à l'interne au lieu d'exposer des ventes des migrants. Donc ça, c'est une grande victoire. Parce que c'est incompréhensible qu'un président puisse acheter des migrants. Très bien. Alors justement, par rapport à votre livre Nikez Kibelbel, vous dites finalement il faut anticiper contre la guerre de retard, je ne sais pas pourquoi de retard, les renseignements, l'anticipation contre la guerre de retard, la surprise stratégique. C'est peut-être là, on va dire, un canal par lequel la RDC peut s'en sortir. Oui, mais prenez. En 2012, le M23 attaque la RDC. Prend Goma en 2012. En 2013, avec l'appui de la FIB, donc de la SADC, on défait le M23. 10 ans après, il revient et il reconquiert les espaces qu'il avait conquis avant. C'est-à-dire que pendant 10 ans, la RDC n'a pas recruté dans l'armée, n'a pas formé dans l'armée. La RDC est restée sur ses lauriers. C'est ça la guerre du retard. Donc on ne peut pas comprendre. Ce sont des chocs stratégiques. En 2016, l'Ouganda ferme les camps de Bianga. Il chasse tous les M23 qui étaient là. Il les retourne au Congo.
personne ne tire la sonnette d'alarme. Donc, l'anticipation nous a manqué et nous manque encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment dans le cadre de l'armée. Oui. L'armée, nous devons avoir une armée qui réponde aux menaces actuelles et aux menaces du futur. On va dire comme ça que le président est déjà dedans avec 40 000 recrutés, jeunes recrutés, la loi de programmation militaire. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de vous rejoindre justement dans vos propositions? 18 ans durant, on n'avait jamais recruté. 18 ans, mais on donnait des grades de promotion là où nous ne gagnions même pas de guerre. Mais moi, je vis à Goma. Mais il fallait voir l'enthousiasme, comment les jeunes sont venus. Lorsque le président Tshisekedi lance ce programme de recrutement. Oui. Mais une armée, c'est d'abord le recrutement. Après le recrutement, c'est la formation. Mais si vous ne recrutez pas, qui va? Lorsque nous avons perdu Bunagana, nous avons perdu Bunagana pour 3-4 raisons. Première raison, il n'y avait pas d'effectifs. On n'a jamais déployé une force à Bunagana ou dans le Nord Kivu. Je dis bien, on n'a jamais déployé une force dans le sud du Nord Kivu. Les troupes qui sont venues combattre à Bunagana venaient de Beni. Alors, c'est ça la guerre du retard. Donc nous devons anticiper. Hein? Oui, nous savons que le Rwanda mise sur cette partie. Nous ne prenons aucune mesure pour empêcher ce qui peut arriver. Et nous sommes comme surpris. Quand les M23 arrivent, donc la RDF, moi je ne parle pas de la RDF arrive, il conquiert petit à petit toutes les localités jusqu'à la porte de Goma. Nous avons manqué l'anticipation. Alors on va terminer justement, on a déjà fait 1 heure du temps, hein, Freddy Mulumba. On va terminer. Moi je voudrais quand même que vous puissiez lancer un mot, c'est vrai, l'élite congolais, les décideurs, mais le Congolais lui-même, la population congolaise, parce que c'est son pays, hein, ce n'est pas le pays de l'élite, ce n'est pas le pays du dirigeant ou du politique, c'est le pays, la RDC du Congolais. Je voudrais quand même que vous ayez lancé un mot comme ça au Congolais de manière générale. Je vais ici d'abord les médias, en particulier les médias publics, mais aussi les universités. C'est pas normal qu'on vive cette situation. On ne voit pas les universitaires parler, je parle des universités, on ne voit pas les médias expliquer à notre peuple, orienter et mobiliser notre peuple. Donc on est parvenu à neutraliser. Donc là où on pouvait facilement mobiliser notre population. Donc il faut qu'on reprenne, qu'on se réveille, qu'on s'organise pour mobiliser notre population à travers les médias et que les universitaires fassent ce travail pour aider les hommes politiques de comprendre les enjeux. Parce que la plupart des hommes politiques chez nous, je peux vous dire, trop peu lisent. Je ne porte plus de gants. Trop peu lisent. Et quand il y a des situations sur le terrain, on ne cherche pas des spécialistes pour expliquer la situation. On va écouter des gens qui ne comprennent rien. Donc, le moment est arrivé, ce qui se passe ici, c'est comme une deuxième indépendance. Nous passons à une certaine décolonisation. Ce qui s'est passé dans les 3 pays de Sahel, vous avez vu, Burkina Faso, Mali et Niger. C'est le début d'une deuxième décolonisation pour que l'Afrique ait le contrôle de ces matières premières, pour que les Africains vivent comme des humains sur ce continent africain. Parce qu'aujourd'hui, la chance que nous avons, l'Occident décline, il faudrait que l'Afrique émerge, mais à condition que les élites africaines soient conscientes. Donc, ce que je demande aux Congolais, nous sommes le cœur de l'Afrique, nous devons prendre notre destin en main. Notre destin en main, on va terminer avec vous, professeur Alek. J'ai dit, monsieur Nikes Kibelbel, au cas, nous allons terminer avec vous lorsque vous parlez de choc stratégique et des conclusions. Choc stratégique, c'est ce qui arrive. Quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Europe dit non, Poutine ne va pas arriver là-bas. Ils sont surpris parce qu'ils disent en Europe, il n'y a pas de guerre. Choc stratégique, quand Bunagana tombe, nous sommes surpris. On nous dit, faites une zone tampon à Rumangabo, chez nous, nous sommes surpris. Quand Kanyabayonga tombe, nous sommes surpris. C'est ça des chocs stratégiques. Et il faut anticiper dans ces chocs stratégiques. Donc l'armée doit réfléchir. Et ce livre est adressé d'abord à l'armée. Parce que le militaire qui ne lira pas ce livre, il ne comprendra jamais comment l'ennemi opère. Alors, donc nous devons répondre, nous devons faire une guerre du futur et non une guerre de retard. Ça, c'est ce qui est très important. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les FARDC ont fait la guerre du retard. Et ils sont dans la défensive. Dans la guerre du futur, on fait la dissuasion. Pendant 20 ans, depuis que Mobutu est parti, pas un seul camp militaire
voyez même, le président Tshisekedi a réhabilité les camps Tchatché, justement. qui est supposé, depuis Mobutu, un camp stratégique qui abrite la force présidentielle. On a vu dans quel état on l'a retrouvé. Donc il faut ça. Il faut ça. Il faut créer il faut construire des camps qui répondent aux normes actuelles. L'Ukraine résiste au bombardement parce qu'il a construit des bunkers. Et nous devons penser à cela, sinon nous continuerons à subir les guerres du retard. Allez, on finira par gagner le Rwanda, le Rwanda, ainsi que tous les anglo-saxons qui sont derrière lui. Nous gagnerons parce que d'abord, le Rwanda n'a pas d'hommes pour aller jusqu'à... L'aventure de l'AFDL, on ne la répétera pas. Ok. Et à moins que des Congolais acceptent de l'appuyer, le Rwanda, il peut déverser ses 12 millions, même les bébés, pour venir combattre au Congo. Il n'arrivera pas, qu'il s'en gagne, il n'arrivera pas. Donc, nous devons nous prendre en charge. Très bien. Allez. Et assumer notre destin. Peut-être pour terminer un mot. Oui. En fait, je recommande à tout Congolais, homme politique, de lire les livres de Nikez. Nikez Kibelbel Oka avec les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024, une stratégie de la balkanisation du Congo. On en a parlé justement sur ces plateaux, Freddy Mulumba. Le deuxième livre de monsieur professeur Jean Kamba Ibwacha, toujours sur la RDC, Conflit et guerre au Congo de Grand Lac de 1965 à nos jours. Kamba Ibwacha, justement. Exact. Donc, voilà. Vous avez un historien, un stratège qui est sur le terrain, je pense que ça peut nous aider à aller plus loin. C'est qui est vrai, on va gagner parce que c'est une guerre de libération. Alors je pense que le lundi prochain, on pourra recevoir Kamba Ibwacha. Il n'est pas sur place, il est au Canada malheureusement. Ah, lorsqu'il reviendra, on ne manquera pas de le recevoir. Je vais lui en parler. Allez, merci beaucoup Nikez Kibelbel d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un je pense plaisir. que le Congolais en tiré une leçon, quelque chose d'important au travers cet échange. Ça a été un réel plaisir. Merci également à vous Freddy Mulumba. Je vous en prie, cher ami. Merci amis téléspectateurs pour votre attention soutenue. Si vous avez aimé, c'est grâce au concours de toute la rédaction et l'équipe technique. Plateau spécial, point final pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous revenons demain avec des nouveaux invités, une nouvelle thématique, pourquoi pas. D'ici là, restez bénis du programme d'Univers Télévision. À bientôt.